paysages, et même jusque dans le désert, on voit cette diversité. C'est une chose extrêmement importante. Cette diversité, elle se retrouve ensuite évidemment incluse dans la culture contemporaine des gens qui vivent dans le pays, évidemment. Et une autre spécificité qui va avec celle que je viens d'énoncer, c'est la coexistence aussi sur ce territoire et dans ces espaces villageois ou citadins et même campagnards, la coexistence de plusieurs niveaux temporels. Je m'explique, c'est-à-dire que, encore une fois, dans les villes, non seulement les différentes communautés, les différents groupes ou populations ou religions ont été représentés, mais c'est aussi les différentes strates temporelles qui sont présentes et qui sont partout présentes et sensibles. Il n'y a pas de distance dans la vie et dans les modes d'occupation du territoire et des villes en Syrie. Il n'y a pas de distance qui a été mise entre les restes de ces présences de communautés différentes et variées, entre leur reste et le présent. Le présent se vit dans le passé, dans les traces de ces communautés, de cette diversité. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous voyez bien que chez nous, en Occident, ce qui s'est produit, c'est que, bien entendu, nous avons aussi des traces du passé, mais elles sont distanciées, elles sont muséifiées, en somme, c'est un petit peu ce que je pourrais dire. Voilà, quand vous voulez aller visiter un château médiéval pour montrer ça à vos enfants, alors c'est une démarche particulière. Vous partez avec l'enfant, vous prenez un ticket, vous faites la queue, vous rentrez dans un espace et il comprend bien que cet espace est quelque chose de différent de lui, complètement différent de sa vie quotidienne. Or, en Syrie, ce qu'il se passe, c'est que les enfants qui sont dans les rues et qui font l'apprentissage de leur vie et qui vivent leur culture, qui commencent à vivre leur culture, eh bien, ils sont directement intégrés dans ces traces qui montrent une communauté dans une diversité extrême, et une diversité donc de temps, de religions, de différentes cultures. Et c'est pour ça qu'il me semble que c'est important de le noter, car il me semble que c'est à l'origine de cette ouverture à la diversité qui marque profondément, selon moi, le peuple syrien. C'est, je crois, cette dimension de son territoire qui a marqué sa culture et qui marquera chaque enfant qui vivra dans les villes ou dans les ruines de ce pays, puisque son présent va se dérouler dans cette diversité et dans ces différentes strates spatio-temporelles. Il n'y a pas d'éloignement, si vous voulez. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'assez important et qu'il faut rappeler pour rappeler que, à mon sens, la culture profonde du peuple syrien est celle, justement, de la diversité. Elle est très, très profondément ancrée, vraiment, dans chaque communauté. Il peut y avoir des tensions, il serait faux de le nier. Il peut y avoir des replis un peu communautaires à certains moments, certainement, ça peut exister. Mais à mon sens, ce ne sont pas les fractures principales de la société syrienne, si tant est que celles-ci soient parcourues par des lignes de fracture. Ça, après, nous pourrons en reparler. Il me semble que ce ne sont pas les communautés, et de mon expérience sur place, ce ne sont pas les communautés et les religions qui fondent éventuellement les fractures de la société syrienne, s'il y en a. Et je crois que c'est lié à cet espace territorial très particulier en termes d'histoire et de traces de l'histoire, comme je viens d'essayer de vous le montrer. Voilà, ce sont les quelques mots que je voulais partager, les quelques réflexions que je voulais partager avec vous, et puis nous aurons l'occasion, j'imagine, d'aller peut-être un petit peu plus loin dans cette réflexion. Merci Sophie. Alors, on va procéder, disons, les trois interventions de nos amis, Sophie, Khaled et Nicolas. Après, on s'arrêtera une dizaine de minutes, et après, une petite heure pour les questions-réponses. Alors, s'il vous plaît, si vous avez des questions, essayez de noter pour après revenir dans la séance des questions-réponses. Bien sûr, on a des questions à poser sur l'intervention de Sophie. Il a insisté sur la spécificité du patrimoine syrien, la continuité entre le passé et l'avenir. Mais
côté politique, on y reviendra, et l'exploitation politique de ces questions. Merci. Je passe la parole à notre ami Khaled, qui est, comme lui, il veut se définir, syrien, français, et qui dit on découvre mieux son pays lorsqu'on est en exil. On va vous parler de ça. On est presque tous ici, les Syriens sont exilés, alors il y a matière à apprendre ici chez Khaled. Merci, Khaled. Merci de nous avoir donné l'occasion de nous retrouver entre nous, avant tout, et de retrouver cette série dont Sophie vient de parler. Mon rêve en venant en France en 69, c'était de retourner dans mon pays pour le servir, éviter l'unité, la liberté, l'union. Au bout de 5 ans, et les années passées, et c'était pas possible, parce que retourner, c'était aller directement là où vous savez, on ne peut pas sortir. Donc je suis resté en France, pas à contre-cœur, mais c'était pas mon plan. J'ai dit ça, donc arrivé en 69. Et je rêvais vivre ça avec vous en Syrie. Mais bon, on le vit en France. Il ne faut pas faire la fine bouche. Merci Mahmoud, merci à toi et à l'association de nous avoir donné l'occasion de vivre ces instants. Donc j'ai 20 minutes, j'ai calibré chez moi, je dépasserai pas ça. Espérons qu'il y a une autre période sans le Covid-19, on aura encore Oui, des autres. si on le dit, les rationalistes disent vous êtes naïfs. Donc, je suis naïf, je le sais, mais je ne veux pas que les rationalistes me critiquent. Voilà. Et je vous assure que je ne me suis pas concerté avec Sophie pour orienter mon papier. Donc, c'est sur le bien immatériel en Syrie. J'appelle le texte Ma Syrie, en pensant que chacun d'entre nous a sa propre Syrie qui épouse les autres Syries. Voilà. Ce n'est qu'en exil que l'on découvre son vrai pays. Que ceux qui ne croient pas prennent le risque de quitter le leur. Ils s'aperçoivent alors que le pays nous quitte petit à petit. Que dis-je, qu'ils s'amenuisent, qu'ils s'arrachent comme une vieille peau pour ne laisser qu'une chair sensible à l'air glacial de la solitude. Qu'en reste-t-il au bout du compte? Si peu de choses. Mais ceci peu s'avère être le vrai pays, celui qui nous porte et que nous portons, celui qui résiste aux agents de l'effritement et de l'usure, celui qui nous garde et que nous aimons garder. Mais qu'aimons-nous garder au juste? Ayant contré et si possible chassé les démons de nos différents âges, oublier les bleus à l'âme, penser les blessures du cœur, nous voyons émerger de pousses de vie, sortis de la boue du réel, chaotique et difforme, des prés de souvenirs qui enjambent le passé pour revivifier le présent et jeter les fondations de l'avenir. On me présente M. Romo, syrien ou d'origine syrienne ou franco-syrien. Et je laisse faire et puis je précise, plutôt syrien et pour la vie, matin et soir et à midi. Nullement réduit à un franco-syrien. Je proclame être syrien à 100% et français à 100%. Ce qui nous fait 200%. N'est-ce pas beau? Les miracles sont opérables pour qui écoute son cœur et sa raison, et non pas la voix bétonnée d'une nation que façonnent des idéologues et des politiques, ayant pour manie de poser des postes de contrôle aux frontières des pays pour enrégimenter le vent et naturaliser les rêves. Français et Syriens pour la vie. Le sang des deux cultures circule dans les veines de mon esprit à chaque instant. Il se trouble ou retrouve sa limpidité selon les hasards des rencontres, faites d'hostilité ou d'épousailles. Je rencontre un monsieur d'une haute stature qui porte le même nom de famille qu'un général connu des Syriens pour avoir envahi leur jeune pays né à la fin de la Première Guerre. Vous voyez à qui je fais allusion. Alors qu'elle n'avait que 3 ans, la jeune nation fut enterrée vivante, conformément à un plan de partage mis en place par 2 des grandes puissances de l'époque, la France et l'Angleterre. Vous êtes de la même famille que le général, lui demandai-je. Oui, répond-il en faisant un léger sourire prudent, sachant que je suis d'origine syrienne. Votre oncle a exécuté l'ordre qui nous a privés de notre indépendance sous prétexte d'aider la jeune nation naissante à se mettre sur pied. 2 silences gênés font suite à notre conversation.
80 ans ont passé depuis ce drame et il nous restait le présent. J'avais besoin de le dire à mon général avant de lui serrer la main et de nous mettre ensemble à reconstruire sur de nouvelles bases la fraternité perdue. Mais tout le reste s'amasse dans ma gorge et je me mets à le ravaler pour ne pas étouffer. À présent, je me trouve citoyen d'un pays qui m'avait privé de mon autre pays. Mon général d'amis avait-il servi au Vietnam et en Algérie? La question me taraude et se pose à la vitesse lumière. Que de meurtrissures! Je suis de la génération née à l'aube de l'indépendance, m'étant imprégné, comme par capillarité, du rêve de mettre le pays sur la voie de l'abolition des frontières avec ses voisins qui appartiennent à la même ère culturelle, d'instaurer le règne de la liberté, dans toutes ses dimensions, et du socialisme afin que justice soit faite pour les couches défavorisées. Quel beau rêve, si prenant, si profond, si fragile, que le premier démagogue peut voler à ceux qui s'en laissent enivrer en y investissant toute leur foi, que dis-je, tout leur être. Des générations entières sacrifiées, victimes de leur fidélité, il y en eut. Et à l'ensuite, toute une nation enterrée vivante par les dévastateurs des fleurs de printemps dont s'ornent nos prés. Fleurs jaunes de pissenlit, muguet, marguerite, coquelicot, pâquerette, jonquille et cyclamène, appelées en arabe Bakhour Marien, en sang de Marie. Oui, et comme cette Marie, il n'y en a qu'une, confidente et amie intime des femmes syriennes, aussi bien chrétiennes que musulmanes. Je me dis qu'il est sadique ce membre du groupe de contact qui poste une vidéo avec de petits paniers de raisins blancs et noirs, de pêche et de figues, une tasse de café à côté, le café du matin, dit café syrien, libanais, turc, arménien ou grec. Avec ou sans cardamome, sans sucre, juste un parfum, moyennement sucré ou à souhait. Sadique parce qu'il éveille les pistes de la nostalgie. Ce sont surtout les figues charnues, suffisamment mûres, à légèrement s'ouvrir, comme un sourire, comme un baiser, parce que pleines de sucre. On entrevoit à travers cette bouche leur couleur et devine leur goût. Et puis le murmure de l'eau. La caméra se déplace pour nous montrer un ruisseau aussi limpide qu'un ciel d'hiver ensoleillé après avoir été lavé par l'orage. Vision meurtrière par son inaccessible beauté. Le fruit interdit à présent, le même que celui dont nous nous sommes délectés par le passé, et l'eau que nous avions bue et grâce à laquelle nous étions rafraîchis. Oui, Syrien pour la vie, parce que même lorsqu'il m'est donné d'oublier ma Syrie, il me poursuit et se rappelle à moi. Jouissance et douleur de ce qui est naguère acquis et qui est à jamais perdu. Je vais où avec mon général d'amis? À Chartres. Une marche de 2 heures au milieu d'une centaine de personnes le long d'un cours d'eau sur une voie interdite à la circulation du cancer de notre époque, les véhicules. Que vais-je retrouver à Chartres? Vous ne me croirez pas, ma Syrie natale. C'est ainsi l'exilé utilise des ruses de Sioux pour domicilier sa mémoire en espérant qu'elle prenne racine dans la terre d'accueil. Nos ancêtres phéniciens en Afrique et arabes en Andalousie l'ont réussi, mais l'avant-garde a payé le tribut de la déchirure, comme le dit le célèbre Abdelrahman al-Dakhil, l'exilé. أيها الراكب الميمم أرضي أقرب من بعض السلام لبعضي إن جسمي كما علمت بأرض وفؤادي ومالكيه بأرض. Traduction approximative. Ô cavalier qui te dirige vers mon pays, une part de moi te charge de porter le salut à mon autre part. Comme tu le sais, mon corps habite une contrée, alors que sur une autre réside mon cœur et ses maîtres. Donc nous sommes au 8e siècle. Et Abdelrahman, malgré toutes ses conquêtes, n'a pas oublié Damas. Mais moi, à l'opposé, je ne fais pas partie d'un peuple conquérant, puisque je suis déjà conquis par des prédateurs qui, après m'avoir expulsé de ma terre natale, me poursuivent même dans mon pays d'adoption à travers ceux qui me refusent l'hospitalité. Les xénophobes de tout poil, n'est-ce pas la même engeance dont le but est de m'enterrer vivant? Telle est leur volonté. Et pourtant,
Je veux entrer en résistance et bâtir mon pays de rêve à l'étranger, devenu définitivement mon pays d'accueil depuis un demi-siècle. C'est pourquoi je vais à Chartres. Jadis, de l'autre côté du fil ténu qui sépare dans mon imaginaire Damas de Paris, Farid disait à Hassan en secret mais avec fierté qu'il rédige des rapports sur des professeurs et camarades destinés au renseignement. Hassan proteste: tu n'as pas honte d'ainsi les dénoncer? Je suis payé, rétorque l'autre, je dois gagner ma vie. Nous sommes à l'université de Damas, début des années 60. Que me reste-t-il alors de mon pays? Surtout quand Hassan finit par suivre de gré ou de force pour bien d'autres la voie de Farid. Comme tout le monde ne veut ou ne peut pas aller en prison, certains choisissent de grossir le cortège des immigrations fatales. J'en suis un. Enterré vivant, je subsiste envers et contre tout. Le couvent Saint-Georges Margégios, qui date des premiers temps du christianisme, est à 1 heure de marche de mon village, situé au pied du Crac des Chevaliers, le monument le plus beau et le mieux conservé des forteresses des croisades. Les habitants des montagnes et de la plaine avoisinante participent aux fêtes chrétiennes. Chrétiens et musulmans, sunnites et alaouites soient-ils. Je suis contraint de le rappeler dorénavant parce que la mode est à la protection des minorités. Sans oublier les visiteurs qui viennent des grandes villes et de villages lointains. La fête de la Croix est la saison des baptêmes, des fiançailles, des mariages, mais aussi de différentes réjouissances qui tiennent des fêtes saisonnières. Manger, boire, danser et chanter et prier pour celles et ceux qui y prêtent foi. Ma mère ne manquait pas de nous y emmener. C'était là où mon cousin fut baptisé, tout musulman qu'il fut. Sa mère perdait ses enfants mâles en bas âge. Pour conjurer le sort, elle avait fait des vœux à des saints musulmans sans obtenir de satisfaction. Pourquoi ne pas se tourner alors vers le couvent? Mon cousin porte le nom de Jésus, Isa, en arabe. Outre les dons attribués au couvent, donner ce prénom au nouveau-né faisait partie des vœux. Isa se rappelle comment il devait, à l'âge de 7 ans, enlever ses vêtements, se mettre dans une sorte de grande bassine en métal pour que le prêtre lui verse de l'eau sur la tête. Oui, il fut bel et bien baptisé. Il avait une belle voix et savait psalmodier le Coran. Ma mère, comme toutes les femmes musulmanes qui avaient une tendresse particulière pour Marie, demandait souvent à son neveu déjà adolescent de psalmodier une partie de la sourate du Coran portant le nom de Maria. Il le faisait en guise de reconnaissance pour les bons plats que sa tante lui connaît. Quant à nous, enfants chrétiens et musulmans, nous fêtions Sainte Barbara à notre manière, en allumant de longues tiges de plantes portant le nom de la sainte pour courir avec sur la route carrossable. Nous avons grandi avec le son des cloches et l'appel à la prière. Le maire du village chrétien voisin avait témoigné du temps du mandat français en faveur de notre village dans un procès qui l'opposait aux féodaux de l'époque et à leur prétention de mettre la main sur les maisons et les vestures des paysans après leur avoir extorqué les terres. Notre village a récompensé ce fidèle ami en le soutenant contre une alliance d'intrigants cherchant à le discréditer. Mon cousin me certifie que notre chef s'est rendu au village chrétien de Semel et monté sur le toit de l'église pour crier de sa forte voix. Habitants de ce village, sachez que j'ai des pouvoirs célestes en lien avec les djinns et que je peux, si vous persévérez dans votre méchanceté, abattre les toits des maisons sur vos têtes. Et ce fut ainsi que le maire retrouva son ascendant. Notre cher n'avait-il pas une réputation dans le voisinage comme faiseur de prodiges? À Ain Hlaqim, la source des gosiers, nous suivons mon père nommé comme gendarme mobile dans ce village chrétien. Les 7 gendarmes qui tiennent le poste viennent des différents coins du pays, servent sous le drapeau de la République syrienne, toute communauté ethnique et religieuse confondue. Ma mère, croyante pratiquante, depuis son plus jeune âge, a besoin de se trouver proche de Dieu dans un environnement de piété. Sans consulter ni imam ni mari, elle se rend à l'église aux pierres blanches et des platanes. Sur la place, se fait la plus discrète possible, récite les quelques versets coraniques qu'elle connaît par cœur et égrène des invocations sur son chapelet. À la messe de dimanche, le prêtre, le khouré,
remarque la présence d'une dame au fond de l'église et s'en est